réfléchir à 10, 20, 30 ans. On peut aussi réfléchir à l'année 2023 telle qu'elle se présente sur le plan de l'investissement notamment. C'est la saison des perspectives en matière de macroéconomie, en matière d'investissement également. Et le DG de BNY Mellon IM est à mes côtés en plateau, Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous n'achetez pas, BNY Mellon IM n'achète pas totalement le blue sky scénario dans lequel les investisseurs baignent en ce début d'année. L'idée du soft landing parfait, de l'environnement Goldilocks, boucle d'or. C'est ce qui guide les marchés depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Vous dites méfiance. Le rallye nous semble trop tôt. Nous sommes trop tôt, c'est vraiment le message. Si on regarde aujourd'hui sur quoi il est pricé, c'est l'atterrissage en douceur et également une baisse de l'inflation. Or, selon nous, il me semble que chez BNY Mellon, nous n'avons pas toutes ces conditions qui sont réunies pour cet atterrissage en douceur. Je vais développer un petit peu pourquoi ces conditions ne sont pas encore réunies. Déjà, sur 2023, il y a 3 indicateurs qu'il faudra vraiment suivre. Le premier, c'est la dynamique de l'inflation. La deuxième, c'est comment les banques centrales vont réagir face à cette dynamique de l'inflation. Et ensuite, le troisième, c'est l'interrogation que l'on a eue sur la sortie de crise de la Chine et quid de sa vigueur. Alors, chez BNY Mellon, on a 2 scénarios principaux aujourd'hui, plus un scénario de risque sur lequel je ne vais pas m'attarder vraiment. Le premier scénario, qui est celui que l'on voit actuellement, qui est celui d'un atterrissage en douceur de l'économie, où l'inflation ralentit plutôt que prévu, ce qui permet aux banques centrales, finalement, de stabiliser leur hausse des taux et de limiter autour de 4,5 maximum en 2023 et de voir finalement cette normalisation de l'économie. Ce scénario, actuellement, nous anticipons que 30% de probabilité. Ouais. Donc c'est assez faible. Et pourquoi seulement 30% ? Déjà au niveau de l'inflation, si on regarde les récentes bonnes nouvelles intègrent finalement le CPI, c'est-à-dire donc une inflation qui inclut notamment le prix du pétrole et des matières premières et de la nourriture, de l'alimentaire. Donc récemment, on a eu cette baisse aux États-Unis qui est annoncée à 6,9, mais si on décortique un petit peu, le corps inflation reste quand même très élevé. Ouais. Et là, les marchés se sont focalisés sur l'inflation diminue, c'est une bonne nouvelle. L'autre condition, donc au niveau de l'inflation, tant que le marché du travail n'est pas finalement revenu à un point de normal et qu'on arrive à limiter cette pression sur les salaires, ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un ralentissement de l'inflation. La deuxième chose, c'est cette consommation qui devrait partir finalement de toute l'épargne qui a été accumulée pendant ces dernières années, qui permettrait finalement de continuer à soutenir l'économie. Ça nous semble un petit peu limité, c'est-à-dire de rester justement uniquement dans cette épargne. Et on s'attend finalement à ce que cette inflation commence à finalement avoir un impact sur le pouvoir d'achat et va se traduire au niveau du consommateur. Il faudrait également qu'au niveau de la crise énergétique, on arrive à avoir une stabilisation de l'Ukraine, de la crise en Ukraine, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Or, les prix de l'énergie ont été stabilisés récemment un petit peu par cet hiver doux, mais on n'est qu'en janvier. Donc, on n'a pas encore terminer le problème. Donc, il y a eu une résilience au niveau de l'Europe face à la crise énergétique. C'est un point positif, mais on n'est pas complètement sorti de l'impasse. Je comprends. La résilience qu'on observe jusqu'à présent de nos économies, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, vous dites, on ne peut pas l'extrapoler fiablement sur l'ensemble de l'année 2023 et à un moment,
le choc énergétique, le choc monétaire doit se traduire à un moment dans un ralentissement économique plus prononcé que ce qu'on anticipe désormais. Il y a peut-être eu un excès de pessimisme il y a quelques mois, mais là, il y a quand même un excès d'optimisme. Donc, et puis surtout, il y a une chose qui est importante, c'est quand on revient à la dynamique des banques centrales, c'est comment elles intègrent les chiffres de l'inflation. Complètement. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui permet aujourd'hui d'affirmer que les banques centrales vont changer leur politique monétaire. Elles ont été très fermes sur le fait que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui était pour combattre l'inflation. Et aujourd'hui, donc, on est quand même dans cette volonté de maintenir donc une politique de rigueur au niveau de la hausse des taux. Donc, pour nous, si vous voulez, si on regarde également par le passé, chaque hausse des taux significative, c'est dans les 18 mois traduit par une récession. Là, qu'en 2015, mais la hausse des taux, elle était quand même très, très limitée. Donc, on n'est pas encore, on n'a pas vu l'impact de ces hausses des taux sur l'économie. Et notre scénario central, qui est celui donc d'un passage par la récession avant de se renormaliser, non pas qu'on part de très très loin, dans le sens, on n'est pas dans un scénario de bear market ou de récession très marquée, mais on est sur un décalage, le timing, c'est-à-dire que pour nous, on n'a pas encore assimilé le choc de cette hausse des taux dans l'économie, que les banques centrales vont quand même vouloir passer l'économie américaine notamment par une récession, et qu'aujourd'hui, il y a quand même encore un certain nombre d'éléments qui sont négatifs, notamment sur l'économie européenne, qui ne permettent pas d'être positifs. J'entends. Et de ce point de vue-là, vous dites le marché a oublié un petit peu le passage par cette case récession, d'une certaine manière. Exactement. Et puis, on peut aussi s'interroger sur la sortie de crise de la Chine, bien sûr, qui récemment a ouvert, probablement plutôt avec plus de vigueur que prévu. C'est une bonne nouvelle, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout cela, mais qui est encore quand même fragilisée. Là, ils ont sorti leur estimation de PIB qui est bien, mais qui est bien. Il reste quand même le deuxième plus faible depuis. Ils sont loin des objectifs qui s'étaient fixés, c'est sûr. Donc, on est quand même avec une Chine qui est fragilisée par son secteur immobilier. Et également qui ne va pas pouvoir compter sur ses exportations, puisque aujourd'hui, on est quand même dans un changement de paradigme où on internalise également de plus en plus la production, ce qui ne va pas d'ailleurs arranger l'inflation, puisque ces coûts de production qui sont de plus en plus internalisés, alors qu'avec un marché du travail qui reste très, très tendu, augmente forcément cette production, sans forcément améliorer la productivité. Donc là, on est un petit peu dans cette... et puis, il va falloir financer la transition énergétique. Donc, pour nous, cette inflation, elle risque d'être persistante. Et cette baisse qu'on a eue récemment ne justifie pas que le pic soit complètement atteint, même si, bien entendu, on est quand même vers une normalisation de cette inflation, mais qui doit passer par un plateau avant de redescendre. Et la question, c'est effectivement, pour reprendre comment est-ce que les banques centrales vont réagir à cette situation? Comment est-ce qu'elles réagiront notamment à ce qu'on pourrait appeler l'inflation résiduelle, ce qui restera de l'inflation après la phase de désinflation, de normalisation, donc l'inflation structurelle. On verra où elle atterrit, pour le moment, à 3, à 4, à 2,5, j'en sais rien. Mais comment les banques centrales réagiront à ce moment-là? Pour le moment, nous, notre scénario, c'est que la Fed va devoir continuer d'augmenter ses taux d'intérêt probablement jusqu'à 5,5. Donc on va avoir un plateau de 5, 5,5 jusqu'à au moins la deuxième partie de 2023 avant de commencer à redescendre. D'accord. Donc on a à peu près à 100 points de base de différence par rapport à ce que presse le marché. Il va y avoir probablement cette résiduelle. Est-ce que le prochain 3% d'inflation sera l'ancien 2% C'est la question. C'est tout à fait possible. Selon la réaction de l'économie face à cette inflation.
Donc on peut supposer qu'il y aura quand même ce regard. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. Il y a vraiment cette volonté de baisser cette inflation qui n'est pas encore complètement là. Comment est-ce que votre analyse chez BNY Mellon IM se traduit en matière de stratégie d'investissement, justement, au démarrage de cette année 2023 ? Démarrage qu'on a beaucoup commenté, on l'a compris. Voilà, il y a eu un rallye, donc sur le niveau des valorisations, ça n'aide pas forcément. Ouais. Et puis sur le fait que nous, on est quand même un petit peu plus bearish sur les anticipations de hausse des taux. Donc aujourd'hui, on reste encore un peu prudent sur les actifs à risque. On est quand même passé relativement neutre sur le crédit et toujours légèrement positif sur les obligations souveraines. Les obligations souveraines pourraient être notamment vecteurs d'actifs refuge. Et puis en cas de récession, bien sûr. Oui, c'est le premier intérêt du souverain. Oui, j'entends. En cas de volatilité. Et donc, on a quand même des rendements qui sont assez intéressants aujourd'hui. Le crédit investment grade, notamment européen, commence à avoir des yields qui sont intéressants. On est autour de 4 à peu près sur le crédit investment grade en Europe. Donc on est plus favorable sur le crédit investment grade européen qu'américain, du fait des valorisations qui puissent être actifs. On reste encore prudent parce qu'il peut y avoir effectivement ces hausses des taux et puis un peu de volatilité sur les marchés. Sur les actions, on n'est pas encore retourné positif, mais dans 6 mois, c'est-à-dire que c'est vraiment encore... C'est une question de séquence, c'est un séquençage en fait. Voilà, c'est un séquençage. Et à la fin... La deuxième partie de l'année, on revient beaucoup plus positif. On est là, on verra probablement des choses intéressantes à faire. En attendant, clairement la gestion active plus que la gestion passive, on privilégie toujours le secteur assez défensif. Donc un peu de value, des valeurs de rendement qui peuvent aider justement donc cette histoire de coussin en cas de hausse des taux. Et puis, on s'intéresse quand même aujourd'hui sur les valeurs de croissance dites de qualité, c'est-à-dire celles qui ont été malmenées ces 2 dernières années, donc ont des valorisations qui commencent à être intéressantes, et puis qui ont c'est ce qu'on appelle ce pricing power, c'est-à-dire cette capacité de fixer les prix et d'être toujours acheté par les consommateurs. Donc, valeurs de croissance de qualité, la value, les valeurs de rendement pour le moment, avant de revenir peut-être plus agressivement sur de la croissance plus franche. Ouais, j'entends. Effectivement, non, mais le chemin de la désinflation sera sans doute semé d'embûches. Et vous dites, c'est pas un chemin aussi linéaire. Effectivement, il y aura des déceptions sur ce front-là. Et le risque économique perdure. Notre risque, il est quand même plus sur le downside aujourd'hui, en termes, en tout cas, de valorisation de marché et des anticipations économiques qui sont, on espère, se tromper. Oui, non, mais c'est trop tôt pour rayer le mot récession de notre vocabulaire, là, j'entends. Non, mais c'est en tout cas, juste peut-être pour rebaser, l'idée, c'est pas qu'on rentre dans un bear market, qu'on est très négatif, c'est qu'on est plus mitigé que ce que le marché le laisse penser aujourd'hui. Donc, on dit attention, prudence, il peut y avoir des retours aujourd'hui, donc on y va plus graduellement. Merci beaucoup Anne-Laure. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui était avec nous en plateau pour les perspectives d'investissement 2023. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.